C'était le 20 juin dernier, alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie avait débuté 4 mois plus tôt. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était apparu en visioconférence devant les présidents de l'Union africaine. Et vous allez bien voir ce que Zelensky va dire. Il leur avait alors assuré que les Russes se servent, en disant que les Russes se servent de vous, avant de dire que l'Afrique est l'otage de ceux qui ont déclenché la guerre contre l'Ukraine. Donc Zelensky, clairement, rien que dans ce passage, on le voit bien, s'est positionné comme un vassal. Il y a un élément de langage qui est de dire aujourd'hui que la Russie aujourd'hui est le pays, la superpuissance qui a pris l'Afrique en otage. Mais depuis 50 ans, si ce n'est 62 ans, si on compte les années 1960, qui sont des années d'indépendance supposée accordée par la France, 50 ans après, on est bien d'accord, en tant qu'Africain francophone, que ce n'est pas Vladimir Poutine, que ce n'est pas la Russie qui a caporalisé les matières premières d'Afrique francophone, ce n'est pas Vladimir Poutine et sa Russie qui a caporalisé le système de pensée, la culture, et qui a vandalisé l'héritage des usages et coutumes des ethnies et des grandes tribus que constituait le grand village africain. Ce n'est pas Poutine et sa Russie qui sont responsables du sous-développement de l'Afrique, francophone notamment. Ce n'est pas Poutine et sa Russie qui sont responsables des régimes dictatoriaux qui en maille à changer au bénéfice du changement des évolutions sociétales. Ce n'est pas Poutine qui est responsable de la pauvreté en Afrique francophone. Donc Zelensky a voulu prendre les chefs d'État africains, les chefs d'État africains pour des imbéciles et pour des cons, en leur disant attention, Poutine est responsable de tout ce que vous vivez, et c'est pour ça que ce qu'il vous a fait à vous, Africains, c'est aussi, ma foi, ce qu'il est en train de faire en Ukraine. On n'a pas vu de bombardement de l'armée russe sur le continent africain. On n'a pas vu de revendication de blocus militaro-économique de Vladimir Poutine et de sa Russie sur le territoire africain. Donc, on voit bien que là, il y a déjà une forme de malhonnêteté intellectuelle de Zelensky, mais je comprends. Il est du côté de l'Occident, et l'Occident a toujours été le pompier pyromane qui attise le feu et qui l'éteint, au gré de ses bonnes volontés. Et Zelensky de rajouter que avait alors joué sur la corde sensible en affirmant, entre guillemets, cette guerre peut sembler très lointaine pour vous et vos pays, en parlant des dirigeants africains et des peuples africains, c'est ce qu'elle disait. Cette guerre peut sembler très lointaine pour vous et vos pays, mais les prix des denrées alimentaires qui augmentent de manière catastrophique ont déjà amené la guerre dans les foyers de millions de familles africaines. Zelensky semble oublier que les catastrophes humanitaires alimentaires, l'Afrique les traverse depuis près de 60 ans. Et ce n'est pas à cause de la Russie que nous le vivons. Nous le vivons principalement à cause du néocolonialisme. Et quand on parle de néocolonialisme, on sait très bien de qui est-ce qu'on fait référence en filigrane. Il s'agit ici, ni plus ni moins, de la politique française de l'Élysée, de De Gaulle à Emmanuel Macron. Un peu plus tôt, le président de l'Union africaine, Macky Sall, s'était rendu à Moscou, où il avait rencontré Vladimir Poutine. Au cœur des discussions entre les deux hommes, il avait notamment été question de la pénurie des céréales sur le continent. Donc, vous voyez la position de l'Afrique. Elle n'est pas allée voir Poutine pour dire, écoute, nous, on considère que nos équilibres macroéconomiques sont collectivement bien trop faibles pour supporter le coût d'une troisième guerre mondiale, pour supporter le coût d'un déchirement entre les deux superpuissances. Donc, au-delà du problème céréalier qui va se poser en Afrique, notre problème à nous, c'est de peser de tout notre poids, parce que Poutine, tu lui tiens un discours pour nous dire que tu veux être ce que n'a jamais pu être les États-Unis pour l'Afrique, ce que n'a jamais pu être la France pour l'Afrique, ce que n'a jamais pu être l'Union européenne pour l'Afrique. Si tu dis que tu veux l'être, à ce moment-là, nous, Africains, nous voulons que tu cesses, un, les bombardements sur l'Ukraine, que deux, tu fasses preuve de modération, de pondération,
que tu ailles à la table de négociation avec l'Ukraine et que, ensemble, des solutions de sortie de crise soient mises sur la table avec l'apport considérable de l'Afrique. À défaut de quoi, les pays producteurs de pétrole, les pays producteurs de matières premières en Afrique se verraient dans l'obligation de geler les processus d'exportation de ces matières premières pour servir de levier de contrainte de retour à la table des négociations. Non, 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 ce n'est pas ce que le président Macky Sall est allé dire à Poutine. Lui, il a simplement allé poser la question de la pénurie des céréales sur le continent. C'est-à-dire qu'en filigrane, ce que Macky Sall est allé dire à Poutine, c'est nos régimes en Afrique, nos régimes politiques sont menacés. Parce que nous ne voulons pas que nos populations puissent crever de faim, parce que si cela venait à se produire, l'Afrique en serait fragilisée, il y aurait une multitude de coups d'État, mais en vérité, Poutine n'en a rien à foutre qu'il y ait une multitude de coups d'État, puisque ces coups d'État ne seraient pas la résultante du conflit russo-ukrainien, mais plutôt la résultante d'un mécontentement de 60 années de balkanisation de la France. Donc, c'est un discours biaisé que Macky Sall est allé sortir à Vladimir Poutine en posant simplement et seulement la question de la pénurie du céréal sur le continent. Sachant bien que même au niveau des cargaisons des tankers de céréales qui ont été livrés, seulement 5% du total des cargaisons qui ont quitté l'Ukraine ont été livrées à l'Afrique. Le reste, c'est-à-dire 95% de cette marchandise, de ces céréales, ont été livrées à l'Europe. Donc, vous voyez bien que là, on est en face d'un marché de dupes du côté de l'Ukraine et qu'on est également en face d'un marché de dupes du côté de l'Afrique, au travers de l'Union africaine, qui n'est pas capable, au fond, d'aller et de prendre à bras le corps ce genre de sujet qui est pourtant à la mesure de ce qu'elle incarne aujourd'hui. Puisque les experts économiques, financiers, mondiaux s'accordent à reconnaître que l'Afrique est le continent qui va pouvoir nourrir le reste du monde. Mais quand on parle de nutrition, il y a effectivement le volet agricole, il y a le volet des terres et des terres agricoles, il y a aussi le volet de la transformation sur place de tout ce que nous avons de matières premières. Donc, Macky Sall poursuit. Le chef de l'État sénégalais en avait profité pour rappeler la position de l'Union africaine, et cela vous allez être effaré comme moi. Donc, c'est Macky Sall qui dit « Nous voulons la paix, nous travaillons pour qu'il y ait un cessez-le-feu. » C'est ça la position africaine. Donc, une annonce lapidaire qui, au fond, ne rassure personne, ni les populations africaines, ni les économies africaines, ni le devenir du continent africain. Nous travaillons à la paix. Qu'est-ce que Macky Sall, le président, entendait dire par « nous travaillons à la paix » ? Lui seul le sait. Dans la mesure où le travail de paix auquel concourt l'Afrique n'est pas suspendu ou conditionné par des moyens de pression économique, qu'est-ce que le labeur, qu'est-ce que l'apport de l'Union africaine pourrait bien avoir de conséquences sur les décisions ou les prises de position tant de Vladimir Poutine que de l'Union européenne ou des États-Unis. Donc c'est une vraie blague. C'est une véritable blague, une véritable satire. Nous voulons la paix, nous travaillons pour qu'il y ait un cessez-le-feu. C'est ça la position africaine, avait dit le président Macky Sall. Sall avait par ailleurs, à l'époque, affirmé avoir été mandaté par d'autres chefs d'État africains, dans sa mission diplomatique à Moscou et à Kiev. Alors, la suite de ça, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on a une émission qui n'a pas été encore portée. Alors, c'est une mission, hein, je poursuis, qui n'a pas encore porté ses fruits. À l'heure où l'Afrique subit expressément un chantage américain, Washington ayant indiqué clairement aux pays est africains que les États-Unis refusent tout engagement sur le long terme avec la Russie. L'Union africaine n'a pas encore réussi à jouer un rôle dans la médiation entre Kiev et Moscou. L'Afrique peut-elle sortir de sa neutralité? Et c'est justement le point sur lequel j'insistais lourdement en parlant des moyens de pression dont peut se prévaloir l'Afrique au travers de ses matières premières. Alors, que nous dit l'article? Or, selon Afrique Intelligence, l'Union africaine vient de décider de mobiliser une task force Ukraine-Russie.
Le quotidien français assure que l'objectif est de réfléchir aux répercussions en Afrique de la guerre en Ukraine, notamment de son impact sur le marché des matières premières agricoles et de l'énergie. L'équipe de l'Union africaine aura la charge, poursuit Afrique Intelligence, de réunir des informations et d'agir pour limiter les effets du conflit. Qu'est-ce qu'ils entendent par limiter les effets du conflit? Mais Macky Sall réussira-t-il à porter la voix de l'Afrique comme il l'a indiqué depuis le début de ce conflit? Interrogé par TV5 Monde en juin dernier, le chercheur du CNRS et aux séries Sciences Po, Roland Marshall, estimait que la médiation africaine était biaisée, c'est bien ce que j'étais en train de dire, par le fait que les pays africains ont montré dans leur vote à l'ONU une très grande prudence à distance, ou distance vis-à-vis de ce conflit. Mais, ajoutait-il, c'est également la bonne chose qu'ils s'en saisissent, car les États africains et l'Union africaine sont des acteurs de la scène internationale. Donc, insidieusement, très insipidement, M. Roland Marshall est en train de dire très exactement ce que je suis en train de dire. Selon le chercheur, au-delà du savoir, au-delà de savoir si cette médiation est bienvenue ou non, l'important est de se rendre compte de l'impact du conflit sur la situation économique du continent. Il faut se rendre compte que l'Afrique, avec d'autres continents, souffre beaucoup économiquement de ce qui se passe, affirme Roland Marshall. La Russie et l'Ukraine sont deux pays fournisseurs au niveau mondial de blé, de maïs, d'huile de tournesol et d'engrais de différents types, surtout la Russie. Or, la guerre rend l'essentiel de ces exportations pratiquement impossible. Cela conduit à un renchérissement très élevé de l'ordre à 30 à 40% selon les produits, ce qui fragilise d'autant l'accès des populations africaines, surtout précarisées à des matières alimentaires qui font partie de la consommation courante. C'est-à-dire qu'en gros, on est en train d'expliquer que l'Afrique est un continent de marginaux, est un continent de mendiants, est un continent de continuels affamés qui ne sont pas capables d'user de moins de pression de par leurs matières premières, tout en continuant avec des politiques prévisionnelles réalistes à nourrir leur population. Voilà ce qu'on est en train d'expliquer ici. Or, on sait très bien que, pour schématiser différemment, contrairement à ce qui se passe dans les pays occidentaux, en Afrique, même le pauvre ne manque pas de quoi manger. Il sait toujours où manger. En bas d'un arbre, il trouvera une mangue qui tombera. En bas d'un arbre, il trouvera une papaye qui tombera. En bas d'un arbre, il trouvera un avocat qui tombera. Je schématise ici, mais c'est pour bien faire comprendre que, en vérité, la famine telle que la décrit l'Occident sur l'Afrique a une partie de l'heure. Parce qu'on a rarement vu en Afrique d'innombrables personnes qui travaillent à aller fouiller les poubelles. C'est ce qui se passe en Europe. On a rarement vu en Afrique des personnes qui sont au chômage et qui sont à la rue et qui n'ont même pas de logement. Ça n'existe pas en Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a cette culture bantou qui fait que l'Afrique soutient toujours son frère africain. Le Congolais soutiendra toujours son frère congolais. Le Gabonais soutiendra toujours son frère gabonais. Le Togolais, pareil. Le Burkinabé, pareil. Le Nigérian, pareil. Donc, on a, de ce point de vue, une culture qui est diamétralement opposée à celle de l'Occident, où c'est vraiment, du fait justement du libéralisme économique, c'est vraiment la politique du chacun pour soi. Celui qui tombe, on s'en fout. Celui qui meurt, on l'enterre. En Afrique, ce n'est pas la conception que nous avons de la famille, des relations de chaleur, de la famille au sens large, c'est-à-dire que le voisin peut devenir un membre de la famille. Parce que le voisin est considéré comme un frère. Là où en Occident, le voisin est considéré comme un voisin. Point final, point la ligne. Donc voilà un petit peu la question qui était posée. Est-ce que l'Afrique peut-elle sortir de sa neutralité aujourd'hui? Alors ça, c'est sur le plan politique. Quelle est la position de l'Union africaine? Aujourd'hui, elle dit, nous, on veut la paix. On ne veut pas qu'il y ait un conflit. On ne veut pas que le conflit s'envenime. On ne veut pas qu'il y ait une escalade de ce conflit. Mais clairement, sauf si nos dirigeants sont des chefs d'État qui sont naïfs, sauf s'ils n'ont pas compris que le cours des événements historiques du monde est en train de changer sous leurs yeux, nous n'en sommes plus à une prise de position de « nous voulons la paix ». Nous en sommes aujourd'hui à une prise de position de rapport de force
de rapport de contrainte, de contrepoids, de rapport de force. C'est de ça dont il s'agit. Et de ce point de vue-là, malheureusement, il n'y a pas assez de fédéralisme. Il n'y a pas assez de synergie pour faire parler l'Afrique d'un seul homme sur sa capacité à, elle aussi, ralentir le marché mondial pour inciter à la table de négociation les Russes et les Ukrainiens par le truchement de l'Union européenne et des États-Unis. On n'est pas en train de parler d'une politique de l'absolu, où ce qui pourra être possiblement proposé par l'Afrique va valoir parole d'évangile. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que l'Afrique demain doit se doter de moyens de pression. Elle a ces moyens de pression. Sauf que pour des questions de divergence, d'égoïsme, de sectarisme, et aussi de tensions intestines entre certains chefs d'État au sein de même régions, comme c'est le cas en zone CEMAC, comme c'est le cas en zone de la CEDEAO, il y a des chefs d'État qui ne sont pas en odeur de sainteté, les uns vis-à-vis des autres, qui ne se supportent pas. Et dans toute cette nébuleuse, chacun joue de sa partition, de ses lobbies, pour servir d'effet de contrepoids, d'effet de contre-production, pour justement empêcher à l'Afrique de parler d'une seule voix. Donc dans ces cas, tous les efforts qui vont éventuellement être mis en œuvre par les chefs d'État d'Afrique au travers de l'Union africaine dans le cadre de ce conflit russo-ukrainien ne porteront pas leurs fruits. Ça, il faut le dire, il faut qu'on le dise. Donc, le véritable problème de l'Afrique, finalement, quand vous y réfléchissez bien, pour faire une synthèse de tout ce que je viens de dire, ce n'est pas comment les chefs d'État actuels sont capables de peser, c'est comment les populations de ces États sont capables de contraindre leurs chefs d'État soit à peser, soit à quitter leur pouvoir pour laisser la place à la reconfiguration d'une Afrique autrement qui va pouvoir se réorganiser et, ma foi, être capable, dans les années à venir, d'être un continent dont la parole sera écoutée. Voilà. C'est l'intervention que je voulais faire ce soir, vraiment, que j'adressais aux Africains. Ce n'est pas un message congolais, c'est un message aux Africains, d'où qu'ils soient. Le combat aujourd'hui pour l'Afrique, ce n'est pas la stratégie du jusqu'au-boutisme, de l'individualisme des uns et des autres. Le combat pour l'Afrique, c'est le fédéralisme, c'est la synergie panafricaniste, c'est l'émolument, l'émulation d'une jeunesse africaine qui doit se donner aujourd'hui les moyens de dire, ok, politiquement, quel va être notre avenir? Qui en soutient? Est-ce qu'on reste avec la France? Je parle notamment des pays francophones. Je pourrais également parler des pays anglophones, mais qui n'ont pas le même problème aujourd'hui parce que le néocolonialisme anglais a cessé depuis belle lurette, tandis que le néocolonialisme français est toujours bien d'actualité. Donc, qu'est-ce qu'on veut de positionnement politique pour l'Afrique? Qu'est-ce qu'on veut que ce positionnement politique puisse apporter comme contrepoids économique pour permettre aux populations africaines, à la jeunesse africaine, de prendre toutes ses responsabilités dans le concert des nations en instituant de nouveaux schémas de pensée, en établissant de nouveaux rapports de cordialité, de communication, de cofraternité pour justement changer de paradigme et sortir de la schématique opposition-majorité pour aller dans une schématique divergence-convergence. Et là seulement, l'Afrique sera capable de parler d'une seule voix, je dirais d'un seul esprit, et sera capable de créer, tant individuellement que collectivement, des modèles de gouvernance qui seront à même de permettre à l'Afrique de décoller. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais parler aujourd'hui, mes chers compatriotes, pour brosser un petit peu les faiblesses de l'Union africaine dans le cadre du conflit russo-ukrainien, mais qui est en vérité un conflit élargi, un conflit larvé entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, de ce que la jeunesse africaine doit faire en contraignant ses dirigeants à réformer l'Union africaine, mais d'ores et déjà dans l'urgence à prendre des positions beaucoup plus incisives et un peu peser de tout notre poids sur les matières premières qu'il y a en Afrique. Mais ça nécessite, et ça ne peut que demander, une forme d'uniformité du message, d'uniformisation du langage,
d'unicité de positionnement et de point de vue. Mais on ne va pas arriver à ça non plus, on n'y arrivera pas non plus, tant que dureront les pesanteurs qu'il y a au niveau de l'Union africaine, les groupuscules, les petits arrangements entre chefs d'État. Les uns continuent à parler à Poutine, à l'oreille de Poutine, les autres continuent à parler à l'oreille de Paris, les autres continuent à parler à l'oreille des États-Unis, parce que les uns et les autres veulent soit apparaître comme étant les pays africains leaders qui auront pu apporter un poids politique considérable à la désescalade de la crise sécuritaire, militaire et politique qu'il y a entre les deux puissants blocs. Et donc, oui, il faut impérativement que nous, la jeunesse africaine, nous puissions contraindre, de quelque manière que ce soit, nos dirigeants à réfléchir à une Union africaine autrement, capable de peser. Parce qu'on ne peut peser contre l'ennemi qu'en mesurant son propre rapport de force, qu'en évaluant ses propres forces. Et les forces africaines, elles sont nombreuses. Et ça commence par ces matières premières. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on pèse avec ces matières premières pour inciter, à défaut de faire cesser la guerre, je ne pense pas qu'on va y arriver, parce qu'il y a aussi une main divine qui dicte son agenda, mais pour inciter ou pour appeler à une accalmie, pour calmer le jeu et pour amener contributivement les deux puissances que sont la Russie et les États-Unis à la table des négociations au travers du conflit russo-ukrainien. Voilà, moi j'en ai terminé. Je serai amené à faire de plus en plus d'interventions de ce type parce que je pense qu'il faut qu'on réveille l'Afrique, il faut qu'on révolutionne le système de pensée de l'Afrique. Sortons de nos boîtes de nuit, bon sang. Sortons de le schéma, de nos vieux schémas qui consistent à dire qu'il faut qu'on laisse les régimes actuels demeurer là aussi longtemps qu'ils le voudront, alors qu'il y a un monde qui est en train de radicalement changer et avec lui sera emporté tous les régimes. Avec lui sera emporté tous les systèmes de pensée. Avec lui sera emporté une forme d'hégémonie nouvelle qui est en train d'arriver. Et si la jeunesse africaine ne se réveille pas sur des sujets éminemment centraux qui la concernent, je parle de la population africaine, la politique de nos États d'Afrique, la politique communautaire africaine, la politique économique, les politiques économiques intérieures, la politique économique communautaire africaine, les valeurs culturelles, le modèle de pensée, le modèle sociétal, le modèle culturel. Qu'est-ce que l'Afrique a besoin de conserver et qu'est-ce qu'elle a besoin de faire évoluer en s'appropriant ce qu'il y a de bien chez l'autre, c'est-à-dire chez les Occidentaux. Et quand je parle d'Occidentaux pour le coup, j'y associe bien volontiers les Russes. Voilà, j'en ai fini, bye bye. Divulguez largement autant que vous le pouvez. Éveil de conscience, jeunesse leader, nous sommes ensemble. Et il faut éveiller les Congolais, il faut éveiller les Africains, il faut éveiller nos dirigeants, il faut prier pour eux, il faut les inciter à aller dans la bonne direction. Ce n'est pas en nous croisant les bras, ce n'est pas en portant de jolies paires de Weston, ce n'est pas en faisant les fanfarons en boîte de nuit, ce n'est pas en consommant des quantités d'alcool comme si nous étions en train de nous faire concurrence pour voir lequel d'entre nous allait mourir le premier. Ce n'est pas en couchant à gauche et à droite que nous allons léguer de véritables héritages à nos enfants. Il sera bien temps que nous puissions y penser. Les quarantenaires, c'est à vous que je m'appelle. Les cinquantenaires, pas d'africanistes passionnés de l'Afrique, c'est à vous que j'en appelle. Nous devons créer de nouveaux paradigmes pour changer le cours de l'histoire de l'Afrique. Et ça demande de l'abnégation, ça demande de l'autodiscipline, ça demande de la détermination. Et nous en avons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse l'Afrique. Bye bye.